Mes amis, croyez-moi, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 18 années d'errance, rien n'est plus important dans la vie que la télévision. Rien. Regardez-la aussi souvent et longtemps que possible avant de mourir. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Salut à tous. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis l'arrivée d'Internet, les informations du monde entier transitent à une vitesse quasi instantanée, et l'accès aux connaissances de l'humanité se fait en quelques clics. Si pour ma génération cela paraît normal, il y a quelques décennies encore, un accès à une telle masse d'infos et de savoir aurait transformé n'importe quel abruti en dieu vivant, car comme le dit Auguste Comte, il faut savoir afin de prévoir et de pouvoir. L'information est avant tout une source de pouvoir, d'autant plus si vous en avez l'exclusivité. Sachant cela, il est d'emblée complètement stupide de s'attendre à trouver des choses importantes au JT du 20h qu'on appelle injustement les informations. Mais les automobilistes ne sont jamais véritablement à l'arrêt, il s'agit surtout de très nombreux ralentissements. Il faut tout de même 2h50 pour relier Lyon à Orange. Ça fait peur à Chris Froome parce qu'hier, il a été victime de deux gestes particulièrement déplacés. Un spectateur lui a craché au visage et un autre a failli le faire tomber en lui faisant un bras d'honneur. Et déjà, la semaine dernière, il s'était plaint d'avoir reçu de l'urine sur la tête, déjà jetée par un spectateur. Donc vous le voyez, un climat très tendu autour du... Célébrer le fameux coco, le haricot de Paimpol. Météo France avait vu juste les orages dans l'Est ont parfois été très violents la nuit dernière. Mais revenons en arrière, à une époque sans télé, ni radio, ni journaux, où l'information utile se résumait à la simple présence d'empreintes, de branches cassées, un bruit pouvant indiquer la présence d'un ennemi ou d'une proie. Par exemple, une personne qui ne saurait pas que le cri d'un ours à proximité signifie un danger, ou qui ne sait pas différencier les plantes comestibles des toxiques, risque de remporter rapidement le prochain Darwin Award. Seulement, il apparaît qu'il reste un élément pour que ces informations aient un sens, l'interprétation qu'en fait le récepteur au travers de ses connaissances. Ainsi, l'information se définit comme étant tout événement, fait ou jugement porté à la connaissance d'un public. Et donc en un temps où n'existe pas l'écriture, le premier des médias est l'indication publique d'un fait très simple que l'on peut prévoir en utilisant le canal de la parole qui s'appuie sur la mémoire. Parmi les exemples restés célèbres de cette méthode de diffusion, on peut citer l'histoire du soldat de marathon qui mourut d'épuisement après avoir parcouru le plus vite possible les 42 km qui le séparaient d'Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses aux Jeux Olympiques. Aussi, avant de se faire éclater la tronche par les Espagnols, le Pérou des Incas utilisait une version nettement améliorée de ce système. Une grande route reliant Quito à Cusco, alimentée par quelques routes secondaires, était parcourue par des coureurs à pied qui s'y relayaient pour faire circuler l'information. Après avoir fait une vingtaine de kilomètres, un coureur était rejoint par un autre qui devait mémoriser l'information avant de continuer seul sa course jusqu'au prochain relais. À une vitesse moyenne de 10 km/h, il suffisait de seulement 10 jours pour parcourir les 2400 km séparant les deux villes et permettait d'alimenter l'empereur rapidement en informations fraîches et secrètes, bien que les Incas n'utilisaient pour cela ni l'écriture ni le cheval. À la différence des Incas, l'Empire romain, lui, connaissait les deux. Pour la création de son service de messagerie, appelé Circulus Publicus, l'empereur Auguste opta donc pour des messages écrits et préféra au changement de coursier le changement de véhicule, ce qui permettait d'interroger le messager en cas de doute sur les informations, puisqu'il s'était entretenu directement avec l'émetteur du message, et cela évitait le risque de téléphone arabe entre les messagers. L'Empire romain profitait d'un bon réseau de routes, d'auberges et de relais, permettant aux hommes et aux marchandises de circuler rapidement. En plus, les messagers officiels bénéficiaient d'un diplôme qui donnait obligation aux populations locales de leur fournir nourriture, chevaux, aides logistiques diverses comme une place dans un bateau, ce qui donnait évidemment lieu à des abus fréquents. Toutefois, les routes de l'époque ne sont pas sûres. La traversée des Alpes restait dangereuse en toute saison, surtout en hiver, et la navigation en haute mer était fortement déconseillée entre novembre et mars, en raison des imprévisibles intempéries. C'est la période de mare clausum, la mer fermée, ce qui est un peu emmerdant quand on prétend diriger un empire méditerranéen. De plus, il fallait encore trouver un navire qui allait dans la direction souhaitée, éviter les pirates en mer et les brigands sur terre. Bougre d'Olybrius! On se retrouve alors avec des itinéraires variables pour un même trajet, en fonction des saisons, des dangers et de l'importance de la nouvelle, et donc des durées de voyage variables qui peuvent influencer le cours de l'histoire. Attardons-nous un instant sur l'exemple des statues de Caligula. Coucou. Non, mais pas lui, l'empereur Caligula, qui souhaitait que des statues le représentant soient installées devant le temple de Jérusalem. Face à ce blasphème insupportable aux yeux des Juifs, ça c'est là. Voilà. Je ne m'avancerai pas, évidemment. Le légat de Syrie Petronius envoya un rapport à l'empereur pour lui expliquer les risques que faisait courir ce projet pour la paix dans la région. Caligula lui répondit en le menaçant de mort pour avoir été trop lent pour exécuter ses ordres. Do it!
Just do it! Heureusement pour Petronius, ce messager fut pris dans des tempêtes et son voyage dura 3 mois. Il reçut cette lettre de menace 27 jours après l'annonce du décès de Caligula. Un deuxième messager, porteur de cette annonce, avait fait le même voyage plus rapidement en bénéficiant de conditions météo plus favorables. Comme quoi, être bien informé, c'est aussi avoir les bonnes infos au bon moment. Ce système de messagerie dura jusqu'aux invasions barbares, qui compromirent la circulation organisée et efficace des nouvelles, et conduiront accessoirement à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Il faudra attendre près de 1000 ans pour voir réapparaître des services postaux convenables en Europe occidentale, éventuellement ouverts aux particuliers contre une bonne rétribution. Louis XI établit les siennes en 1462, la Grande-Bretagne en 1478 et l'Empire de Maximilien en 1502. Malgré tout, avant l'invention de l'imprimerie, l'écrit ne joue pas un rôle très important dans la transmission des informations. Outre les messages, il pouvait arriver que des textes de loi soient gravés dans des stèles, disposés dans des lieux publics pour les porter à la connaissance du peuple. Aussi à Rome, en l'an 69, Jules César fit afficher dans la ville les premières publications régulières à destination des citoyens, les Acta Senatus qui rendaient compte des décisions du Sénat, entre autres choses. Mais à part ces quelques exemples, l'écrit servait surtout à l'administration politique et religieuse pour l'archivage des infos et des connaissances. D'ailleurs, au cours du Moyen-Âge, lorsque des élèves prennent des notes, il arrive que des maîtres le regrettent, car la parole était considérée comme supérieure à l'écrit, comme le dit très bien saint Thomas d'Aquin. Il convenait que le Christ n'ait pas mis par écrit son enseignement. Premièrement, à cause de sa dignité, l'écriture n'est qu'un moyen ordonné, comme à sa fin, à graver la doctrine dans le cœur des auditeurs. Deuxièmement, à cause de la supériorité de la doctrine de Christ, qui ne pouvait s'enfermer dans un texte. Si le Christ avait consigné par écrit sa doctrine, on penserait qu'on n'y trouve rien de plus profond que ce qui est dans la formulation écrite. Troisièmement, le Christ n'a rien écrit afin que son enseignement parvienne à tous, à partir de lui, dans un certain ordre, c'est-à-dire que lui-même instruisait immédiatement ses disciples, qui ensuite ont instruit les autres par leurs paroles et leurs actes, tandis que si lui-même avait écrit, son enseignement serait parvenu immédiatement à tous. À ce stade, vous l'aurez compris, l'acquisition et la diffusion de l'information de manière organisée est l'affaire exclusive des élites dirigeantes et en particulier des rois et des empereurs qui ont les mains libres pour diffuser leur propagande avec le média le plus efficace de l'époque, l'art. Comme on l'a vu avec l'histoire de Caligula, les statues ont un rôle important pour véhiculer l'image que l'empereur souhaite donner, surtout dans l'Empire romain. Cette statue d'Auguste, par exemple, le représente en armure avec l'air déterminé, elle sert à montrer son pouvoir militaire. Celle-ci le représente avec une toche qui lui couvre la tête, mettant en scène ses valeurs de piété religieuse. Cette autre statue de 3 mètres de haut qui était installée devant le théâtre d'Arles montre Auguste torse nu, ce qui est normalement un privilège réservé aux dieux. Le modèle de ces statues était validé par l'empereur avant d'être copié en plusieurs exemplaires qui avaient vocation à être disséminés dans l'Empire. Le but de cette communication est bien sûr le contrôle des masses par le culte de la personnalité. Dans cette optique, les mosaïques, les bustes, les tapisseries, les tableaux, les affiches, les reportages aussi, serviront le même but à travers l'histoire. Ce ministre, jamais élu, mais à l'avenir prometteur. Moi, je pense qu'il a l'étoffe, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, je le dis depuis des années, je l'ai dit tout de suite, je dis qu'il a l'étoffe d'être président de la République, je l'ai dit dès que je l'ai vu. Sauf que dans 2 ans et demi, s'il ne se lance pas en politique au sens militant et électif du terme, ça sera fini, donc ça sera un passage éclair. Portrait d'un ministre qui se rêvait écrivain et dont la vie s'écrit et se feuillette à la manière d'un roman. Il en va de même pour les édifices monumentaux, qui pouvaient aussi servir à renforcer la légitimité d'un souverain, notamment des usurpateurs qui, dépourvus de lignée généalogique, pouvaient être tentés de dépasser les prédécesseurs en se lançant dans des constructions pharaoniques afin de montrer qui est le patron. C'est moi le patron! Ouais, c'est moi le patron! Ouais. Je suis le patron! Allô? Sixt, boost yourself. Pour exemple, notre ami Ceausescu avait fait construire un palais présidentiel gigantesque de 350 000 m² qui est encore aujourd'hui l'un des bâtiments les plus vastes d'Europe. Pour communiquer, le pouvoir peut aussi recourir à l'événementiel, soit pour se glorifier en organisant des triomphes, des remises de médailles, des défilés militaires, des manifestations, soit pour distraire le peuple avec des jeux du cirque, du théâtre, des tournois, des stades de foot, de la télé-réalité, qui sont autant de temps que les masses n'utiliseront pas pour s'intéresser à la politique. On ne sait jamais, ils pourraient avoir envie de se rebeller. Enfin, la religion a souvent avancé main dans la main avec les rois et les empereurs, en apportant une dimension spirituelle à leurs personnages par divers rituels, notamment des couronnements. Elle légitimise leur souveraineté par le divin, limitant ainsi le risque de contestation populaire. En définitive, cette époque nous montre que la rapidité de circulation des informations est aussi importante que l'info en elle-même, notamment pour l'administration des royaumes.
Conscients de cette problématique, les dirigeants ont toujours encouragé le progrès dans l'amélioration de cette circulation, tout en tentant d'empêcher les citoyens ou les opposants d'avoir accès aux mêmes moyens de communication qu'eux, en monopolisant ou en s'appropriant les moyens techniques de sa diffusion, afin de garder la mainmise sur ce pouvoir qu'est l'information. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les informations que l'on souhaite diffuser au peuple concernent essentiellement le maintien des personnes en place au pouvoir et de l'ordre social établi, et on peut pas dire que ça ait beaucoup changé. L'absence de médias de masse empêche la mise en place d'une propagande efficace telle que le conçoit Édouard Bernays, car les messages véhiculés par l'art ou l'événementiel se composent surtout d'éléments symboliques peu complexes que tout le monde pourra comprendre et dont la portée est très limitée, aussi bien intellectuellement que géographiquement. Cela a au moins l'avantage de mettre à l'abri le dirigeant de campagnes de dénigrement, commandées par un opposant par exemple. Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue. En revanche, il pouvait difficilement enrayer les mouvements sociaux par la communication, car les informations circulent aussi dans le peuple indépendamment de la volonté du pouvoir, et c'est ce qu'on verra au prochain épisode. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager et à vous abonner. Je remercie Superflemme qui m'a filé un coup de main pour la vraie voix de saint Thomas d'Aquin. Si, c'est la vraie. Vous pouvez jeter un œil sur sa chaîne, il a fait des super détournements dernièrement, c'est par ici. A bientôt.